Bienvenue dans la 3e saison d'Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Je m'appelle Audrey Boyer, je suis naturopathe, passionnée par l'humain et fondatrice de ce podcast. À travers des séances individuelles et des ateliers collectifs, j'accompagne chacun et chacune à transformer son hygiène de vie pour gagner en vitalité et en mieux-être au quotidien. Alimentation, mouvement, gestion du stress et des émotions, sommeil, rien n'est laissé au hasard. Chaque semaine, retrouvez ici dans ce podcast des épisodes en solo, des interviews de professionnels en Occitanie et des témoignages sur tous les sujets qui touchent au bien-être et à la santé au naturel. Bonne écoute! Pour continuer cette aventure et vous proposer toujours plus de contenu inspirant, votre soutien est très important. Je vous invite à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre soutien. Bonjour, vous écoutez l'épisode 39 d'Akiba Plat Podcast et aujourd'hui on va aborder le sujet du gluten. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est un sujet dont on parle de plus en plus depuis quelques années et pour cause. Nous allons voir ensemble ce qu'est le gluten, pour quelles raisons on en parle de plus en plus, les différences entre maladie cœliaque et hypersensibilité au gluten et je vous donnerai quelques conseils pratiques si vous souhaitez limiter votre consommation de produits avec du gluten. C'est parti! Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous savez que j'ai déjà abordé le sujet du gluten. Notamment pour vous partager mon témoignage, puisque depuis 2020, pour des raisons de santé, je cherche à limiter au maximum le gluten. J'ai même expérimenté le fait de l'enlever complètement de mon alimentation pendant plusieurs mois, à plusieurs reprises. Et je reviendrai évidemment sur tout ça un peu plus tard dans l'épisode. Mais commençons par le commencement et voyons ensemble ce qu'est le gluten. Alors le gluten, c'est tout simplement deux familles de protéines qu'on appelle les prolamines et les glutéines. Donc le gluten, c'est tout simplement ça, c'est une protéine ou un mélange de protéines. Et c'est la présence de gluten dans une farine, notamment la farine de blé par exemple, qui est la farine qu'on utilise le plus pour faire des pâtisseries ou faire du pain. C'est cette présence de gluten dans une farine qui va la rendre panifiable. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez faire une pâtisserie ou du pain ou une brioche, c'est le gluten qui va donner ce côté élastique, ce côté résistant à votre pâtisserie ou à votre pain ou à votre brioche. Voilà, donc le gluten, c'est tout simplement ça, c'est très simple. Et où est-ce qu'on trouve du gluten ? On le trouve principalement dans le blé. Donc c'est la farine, je vous disais, qu'on utilise le plus et que les industriels aussi utilisent le plus. Dans le blé, dans le seigle, dans l'épeautre, dans le froment, dans l'orge et dans le kamut. Donc c'est dans toutes ces farines-là que l'on trouve du gluten. Et je voulais faire un petit topo aussi sur l'avoine pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de gluten dans l'avoine. Par contre, si l'avoine a été transformée dans des usines qui transforment aussi des céréales contenant du gluten, comme par exemple le blé, il peut y avoir des traces de gluten qui vont se retrouver dans l'avoine. Donc c'est pour ça que, par convention, certaines personnes disent qu'il y a aussi du gluten dans l'avoine. Et pour se prémunir de ce risque-là, notamment pour les personnes qui ont la maladie cœliaque, et on verra tout à l'heure ce qu'est la maladie cœliaque, c'est pour ça que sur certains paquets, notamment en magasin bio, vous avez des flocons d'avoine et il est indiqué dessus sans gluten. Voilà pour le petit topo sur l'avoine qui me tenait à cœur parce qu'on entend souvent qu'il y a du gluten dans l'avoine. Alors pourquoi on entend parler de plus en plus du gluten ? Eh bien tout simplement, déjà la première raison c'est que notre consommation de produits à base de blé et donc de gluten a énormément augmenté sur les dernières années, les dernières décennies. Aujourd'hui, il n'est pas rare en fait que la plupart des personnes consomment du gluten toute la journée et je vois ça notamment quand je fais des consultations de naturopathie et qu'on arrive au moment où je demande à la personne ce qu'elle mange, le matin, le midi, le soir, au goûter, etc. Et donc en fait, on peut se retrouver à manger du gluten toute la journée sans le savoir. Si par exemple le matin on va consommer des tranches de pain de mie ou des tranches de pain blanc, de baguette blanche,
Si on se retrouve à 10h à avoir un petit creux, qu'on se prend un petit gâteau industriel, on va se retrouver de nouveau avec du gluten. Le midi, vous allez au restaurant ou à la cantine, vous pouvez retrouver des pâtes bolognaises ou des lasagnes, ou voilà, d'autres choses comme ça. Là aussi, il va y avoir du gluten puisque les pâtes sont faites à base de blé. À 4h, si on se reprend un petit gâteau, rebelote de gluten. Et puis le soir aussi, on peut reprendre une tranche de pain. Donc en fait, toute la journée, on peut être en train de consommer du gluten sans s'en apercevoir. Donc voilà, la consommation de produits à base de gluten et notamment de blé a énormément augmenté ces dernières décennies. C'est aussi un sujet dont on parlait peu il y a quelques années. Je suis allée sur le site PubMed qui recense un petit peu toutes les études réalisées dans le domaine de la recherche médicale. Et il y a 20 ans, 25 ans en arrière, dans les années 2000, il y avait à peu près 300 études par an qui sortaient. Or maintenant, en 2020, il y a plus de 1000 études par an qui sortent sur ce sujet du gluten. Donc c'est aussi normal qu'on en entende de plus en plus parler, étant donné qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont effectuées sur ce sujet. Ensuite, il faut savoir que on parle aussi du gluten parce que tout simplement le blé moderne a été énormément modifié. Et là, je vous conseille un livre que j'adore qui s'appelle Gluten, comment le blé moderne nous intoxique de Julien Vénesson. Je l'ai là sous les yeux et je l'ai lu il y a 4 ans. C'est un livre que j'adore parce qu'il explique vraiment bien justement comment le blé moderne a été créé. Et tout simplement, en fait, il y a des décennies en arrière, le blé était composé de 14 chromosomes. Et donc le blé a été modifié pour qu'il y ait plus de rendement, pour qu'il soit moins haut et que donc ce soit plus facile de passer dans les champs avec les machines, etc. Et donc ce blé ancien, qui était composé de 14 chromosomes, contient aujourd'hui 42 chromosomes. Donc voilà, ça peut paraître comme ça insignifiant de se dire bon, on est passé de 14 chromosomes à 42 chromosomes, sauf que cette modification du blé fait que notre système digestif n'est pas adapté aujourd'hui, n'a pas évolué assez vite pour être adapté à la digestion de ce blé-là et donc de ce gluten-là. Et ça peut créer de l'hyperperméabilité intestinale et donc tout un tas de problématiques après au niveau digestif, mais pas que. Après, il faut savoir aussi que, en plus de la farine de blé, il y a des industriels notamment qui rajoutent du gluten pur dans les pâtisseries, dans les produits industriels, etc. pour améliorer la texture, puisque je vous disais que le gluten, ça permet d'avoir une texture élastique, moelleuse, etc. Donc, on peut se retrouver avec des produits industriels qui contiennent de la farine de blé et encore en plus du gluten. Donc ça fait double dose de gluten et là, ça peut devenir très problématique. Et puis, une des raisons aussi qui fait qu'on parle beaucoup du gluten en ce moment, c'est que le contexte environnemental dans lequel on vit fait que notre santé aujourd'hui est dégradée. Par exemple, on est constamment envahi, perturbé par justement les perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens qui sont susceptibles de contribuer à de nombreuses pathologies chroniques. Donc voilà, on est sans le savoir, que ce soit avec des contacts de nouveaux meubles qu'on vient d'acheter ou dans la nourriture ou même dans la pollution de l'air, on se retrouve avec énormément de perturbateurs endocriniens qui vont venir perturber et dégrader notre santé. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, finalement, pourquoi le gluten est décrié, pourquoi il peut être problématique ? Eh bien parce qu'il peut être responsable de ce qu'on appelle la maladie cœliaque ou d'une hypersensibilité au gluten. Donc on va voir un peu la différence entre les deux. La maladie cœliaque, c'est aussi appelé l'intolérance au gluten. Ça touche à peu près 1 personne sur 100 en France. Et qu'est-ce qui se passe quand on a cette maladie ? Tout simplement quand on va ingérer un produit qui contient du gluten, donc par exemple une crêpe au Nutella faite avec de la farine de blé, il va y avoir toute une réaction en chaîne qui va se produire. La personne va produire des anticorps qui vont détruire l'intestin et les villosités intestinales. Les villosités intestinales, c'est une structure de notre intestin grêle qui permet en fait d'absorber les nutriments,
d'assimiler les nutriments lorsque l'on va manger, puisque, je le rappelle, pourquoi on mange chaque jour, c'est pas simplement pour remplir notre estomac et se sentir bien et ne plus avoir cette sensation de faim, mais c'est avant tout pour nourrir les cellules de notre corps. Donc c'est au niveau de l'intestin grêle, en fait, que l'assimilation des nutriments va se faire normalement. Sauf que lorsque l'on a la maladie cœliaque et que l'on mange des produits qui contiennent du gluten, ça va détruire ces villosités intestinales qui sont responsables d'assimiler les nutriments. Et on peut le voir très bien, notamment chez les enfants qui sont atteints de la maladie cœliaque, en quelques jours. Donc au bout de 15 jours, on voit les premiers signes et on voit notamment une cassure de la courbe poids et taille. Donc c'est-à-dire que l'enfant ne va plus grandir, ne va plus grossir parce qu'il ne peut plus absorber les nutriments des aliments qu'il consomme. Et quels sont les premiers symptômes de cette maladie cœliaque? À quel moment, on peut se dire, je devrais peut-être faire un test, on verra après quel type de test se fait pour voir si on a la maladie cœliaque ou pas. Mais voilà, à partir de quel moment, à partir de quels symptômes faut-il se poser la question? Alors les symptômes sont très divers, sont très variés. Ça peut être une grande fatigue, des troubles digestifs, alternance, constipation, diarrhée, ballonnement, etc. Une dépression, une tendance à la dépression, des douleurs articulaires, des maux de tête, des aphtes chroniques, etc. Donc il y a vraiment énormément de symptômes et c'est ça aussi qui rend parfois le diagnostic difficile ou en tout cas qui retarde le diagnostic, c'est que il y a énormément d'autres raisons pour lesquelles on peut ressentir tous ces symptômes-là. Et justement, quel test peut-on faire pour savoir si on a la maladie cœliaque ? Eh bien, c'est un test sanguin, donc une prise de sang pour voir si votre corps a sécrété des anticorps spécifiques à la maladie, les IgA, donc immunoglobuline A. Donc c'est avec cette prise de sang qu'on va voir si vous avez ou pas les anticorps et si vous êtes ou pas atteint de la maladie cœliaque. Il faut savoir qu'il y a aussi une prédisposition génétique à contracter, à avoir cette maladie, puisque 90% des personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque sont porteurs soit du gène HLA-DQ2 ou du gène HLA-DQ8. Donc voilà, il y a quand même une forte prédisposition génétique à être atteint de la maladie cœliaque. Alors que faire quand on est atteint de cette maladie? Est-ce qu'il existe un traitement? Eh bien non, le seul traitement qui fonctionne, entre guillemets, c'est d'arrêter totalement le gluten à vie. Donc c'est-à-dire de ne plus consommer un seul gramme de gluten, puisque lorsque l'on va consommer un produit qui contient du gluten ou même une trace de gluten, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'avoine, eh bien ça va redéclencher la maladie. Et à force d'avoir tous ces symptômes-là de maladie cœliaque, ça peut aussi conduire à des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques par exemple. Donc vraiment, quand on va arrêter le gluten pour les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque, ça va permettre à l'intestin, au bout de quelques mois, de cicatriser et donc aux villosités intestinales de refaire leur job d'absorber les nutriments de la nourriture. Donc ça, c'est vraiment pour la maladie cœliaque qui, je le rappelle, touche une personne sur 100 à peu près en France. Même si beaucoup de personnes sont probablement non diagnostiquées à l'heure actuelle. Et à côté de la maladie cœliaque, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten. Ça se traduit par des symptômes similaires à la maladie cœliaque, donc c'est-à-dire que la personne va présenter de la fatigue, des troubles digestifs, des troubles de l'humeur, des douleurs articulaires, des maux de tête, des aphtes chroniques, etc. Mais les mécanismes vont être différents. C'est-à-dire que lorsque l'on est hypersensible au gluten, on ne va pas avoir l'apparition de maladies auto-immunes qui vont se déclencher potentiellement, ni la destruction des villosités. Donc c'est-à-dire que si on est hypersensible au gluten, certes, on va avoir énormément de symptômes qui vont être très dérangeants, mais la bonne nouvelle, c'est que nos villosités intestinales qui nous permettent d'absorber les nutriments ne vont pas être détruites. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Si la maladie cœliaque touche une personne sur 100 en France, en revanche, l'hypersensibilité au gluten, elle est très répandue. Donc voilà, si vous avez un doute, si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à aller faire un test pour voir si vous êtes atteint de la maladie cœliaque ou si c'est plutôt une hypersensibilité au gluten. Alors je vais revenir un petit peu maintenant sur mon expérience du sans gluten et vous donner des conseils si vous souhaitez limiter les produits qui contiennent du gluten dans votre alimentation et dans votre quotidien.
Alors le gluten, moi je l'ai découvert en 2020 à la suite d'une consultation avec ma naturopathe. J'avais donc un problème de santé qui m'a amené à découvrir la naturopathie et puis à aller consulter donc une naturopathe. Et cette naturopathe-là m'a conseillé de faire 2 mois sans gluten. Donc à l'époque, je ne savais pas ce qu'était le gluten. Donc c'était très compliqué déjà de pouvoir analyser, de se dire bon bah là il y a du gluten, là il n'y a pas de gluten, savoir quel produit était autorisé ou pas. Et ce qui a été le plus difficile, ça a été surtout quand je mangeais à l'extérieur pour pouvoir aller dans un restaurant, dans une boulangerie, etc. et se rendre compte qu'il y avait du gluten partout et que ça allait être extrêmement difficile de pouvoir manger normalement sans gluten. Donc ça a été la première expérience en 2020 qui a été difficile. J'ai quand même tenu les 2 mois, mais je vous avoue que ça a été très difficile et donc j'ai repris après une alimentation normale en faisant quand même attention de consommer moins de gluten. Et puis en 2021, j'ai commencé ma formation de naturopathie au Sénato à Paris. Et dans le même temps, j'ai pris rendez-vous avec une autre naturopathe qui m'a elle aussi conseillé de faire 2 mois sans gluten. Donc je suis repartie pour 2 mois sans gluten. Et là j'ai trouvé que c'était plus facile que la première fois parce que j'avais déjà pris des réflexes en fait de manger des produits sans gluten. Je savais déjà où il y avait du gluten, où il n'y en avait pas. Donc j'ai trouvé cette expérience un peu plus facile. Et puis en 2023, donc voilà, toujours avec des problèmes de santé, des choses qui ne passaient pas, je me suis dit je vais essayer de faire 6 mois sans gluten pour voir si ça peut améliorer la candidose chronique notamment. Je ferai peut-être un épisode là-dessus si ça vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire. Et donc là, ces 6 mois sans gluten ont été beaucoup plus faciles que les 2 premières fois où pourtant ça avait duré moins longtemps. Voilà, c'était plus facile, j'avais vraiment pris des habitudes, je savais quoi consommer, etc. Et par contre, les principales difficultés que j'ai rencontrées, ça a été pour tout ce qui est le côté social, convivialité. C'est vrai que la plupart des gens font des choses, des aliments, des plats avec du gluten. Donc c'est compliqué en fait d'aller à une soirée ou d'aller à un repas et de se rendre compte que y a énormément de choses que je ne pourrais pas manger. Et puis au bout de 4-5 mois, il y a eu aussi le côté frustration. C'est-à-dire que les alternatives gourmandes en extérieur étaient vraiment difficiles à trouver et ça peut être assez frustrant au bout d'un moment de ne pas pouvoir s'autoriser un gâteau ou un croissant ou un pain au chocolat ou une chocolatine devrais-je dire. Donc voilà, ça a été ça les principales difficultés. Mais par contre, les effets positifs sur une période comme ça de 6 mois sans gluten ont été vraiment assez bluffants puisque déjà au niveau digestif, ça s'est traduit par un meilleur transit, par une meilleure vitalité. J'étais vraiment pleine d'énergie, pleine de vitalité et je me sentais pas du tout fatiguée alors qu'on était quand même dans une période de automne-hiver. Et surtout, je n'ai pas eu de rhume ou de mucosité pour la première fois depuis des années et des années. Donc voilà, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, j'avais pas de rhume, j'étais en pleine forme pendant tout l'automne et l'hiver, donc c'est assez incroyable. Alors des conseils si vous avez envie de limiter votre consommation de gluten. Alors déjà, c'est d'y aller progressivement, sauf si évidemment vous avez la maladie cœliaque, parce que comme on l'a vu, il faut arrêter complètement le gluten à vie. Mais si vous pensez que vous êtes hypersensible au gluten, le mieux c'est d'y aller progressivement. Donc on commence tout simplement par le limiter, et pas par se l'interdire complètement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mon expérience, c'est quand même quelque chose de très difficile et très challengeant. Donc vous pouvez commencer par vous dire, voilà, chez moi, je n'achète plus de produits qui contiennent du gluten. Donc déjà, vous vous renseignez sur les aliments qui en contiennent et les aliments qui en contiennent pas. Et puis vous pouvez décider peut-être de ne plus en acheter. Comme ça, lorsque vous êtes chez vous, vous savez que vous mangez dans tous les cas que du sans gluten. Voilà, personnellement, moi c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et par contre, quand vous êtes à l'extérieur, que vous allez au restaurant, que vous allez chez des amis, etc., là, voilà, essayez de le limiter aussi, mais ne pas vous dire, je refuse de manger ça parce que je sais qu'il y a du gluten dedans. Déjà, dans un premier temps, ça va vous changer vos habitudes et vous allez pouvoir commencer à appréhender quels sont les aliments avec du gluten et quels sont les aliments qui n'en contiennent pas. Je vous conseille aussi de privilégier le fait maison, parce que ça peut être très tentant de se dire, je vais plus acheter ça parce qu'il y a du gluten dedans, je vais me reporter sur des produits industriels bio,
qui ne contiennent pas de gluten. Mais il faut savoir que ces produits industriels, même s'ils sont bio, ils peuvent contenir le plus souvent des additifs, beaucoup de sucre et des ingrédients avec des index glycémiques assez élevés. Et tout ça, évidemment, ça ne va pas être bon pour notre santé. Donc essayez vraiment au maximum de faire vos préparations maison avec des produits bruts et sans gluten. Il y a énormément de recettes maintenant qui existent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre au fourneau aussi pour être en meilleure santé. Et puis si vous pensez ou si vous sentez que ça va être vraiment difficile cette transition, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parce que comme je vous le disais au début, c'est assez challengeant et on se sent assez seul puisque la majorité des gens mangent des produits avec du gluten. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour être soutenu dans votre démarche. Et puis un petit topo sur le pain pour finir parce que je sais que voilà, nous sommes en France et que énormément de personnes mangent du pain tous les jours. Donc comment faire pour avoir un pain de qualité sur sa table, même s'il n'est pas forcément sans gluten. Déjà de choisir des farines de qualité avec des variétés anciennes, par exemple le petit épeautre. Pourquoi des variétés anciennes ? Parce que elles ont été moins modifiées que le blé actuel. Et puis le Graal, c'est de choisir des pains qui soient bio, au levain, avec des farines semi-complètes. Puisque le levain, il va permettre de prédigérer le gluten et donc la digestion sera plus facile, ça sera un produit qui sera plus sain. Donc essayez vraiment de privilégier des produits au levain. Et puis pour le petit déjeuner, si vous voulez passer un petit déjeuner sans gluten, il y a plein d'alternatives. C'est possible de se faire plaisir en ne mangeant pas de gluten, et j'insiste sur ce point-là parce qu'on peut se dire « Oh là là, mais quelle vie, c'est tellement triste », mais en fait non, il y a plein d'alternatives qui existent et qu'on peut cuisiner chez soi. Donc par exemple, pour un petit déjeuner sans gluten, vous pouvez aller sur un pudding de chia que vous pouvez agrémenter ensuite d'oléagineux, donc de noisettes, d'amandes, etc. Vous pouvez rajouter des fruits dessus, enfin voilà, vraiment vous faire plaisir, notamment des fruits rouges qui sont pleins d'antioxydants. Vous pouvez aussi partir sur des galettes de sarrasin que vous pouvez soit acheter en vérifiant bien qu'il n'y a pas de blé dedans ou en les confectionnant vous-même, et c'est très facile, j'ai d'ailleurs mis la recette sur mon Instagram, que vous agrémentez de 2 œufs et d'un peu de purée d'oléagineux, ou vous pouvez choisir du pain sans gluten avec du fromage frais ou du houmous par exemple. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, sur internet, parce qu'il y a énormément maintenant de recettes et d'idées pour manger sans gluten. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions sur le gluten et le sans gluten, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. J'y répondrai avec plaisir. Pareil, si vous avez envie que je traite des sujets particuliers dans les prochains épisodes en solo, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.